Alors, vous allez me dire: «Ouais, c'est mieux la cybersécurité, personne ne meurt». En effet, d'accord? Mais il faut bien comprendre que toutes ces tactiques, techniques, procédures, en fait, c'est l'armée qui a décidé de mettre ça en place, hein. Donc maintenant, c'est utilisé couramment, c'est rentré dans le jargon, mais c'est des techniques, qui sont issues du vrai red teaming et le vrai red teaming, je vous en parlerai, hein. Je suis en train de terminer un livre, de vous faire une synthèse. On abordera le sujet, on verra ce concept, qui est bon à comprendre puisque il est omniprésent au sein de l'armée. Là, ça nous intéresse pas, mais vous allez voir, je vous dis toujours qu'il y a eu une fusion, hein, et une confluence entre les techniques qui sont utilisées dans le secteur militaire et les techniques qu'on utilise aujourd'hui en cybersécurité. Puisque beaucoup de gens qui travaillent en cybersécurité ont été formés, par les militaires, en tout cas aux États-Unis. En France, c'est un peu différent, quoique. Donc on va parler un petit peu de ce rapport et voir, DarkSide, hein. DarkSide, c'est un cyber, groupe, hein, de hackers qui a fait, de nombreuses, actions et le but, bah, c'est d'analyser encore, hein, et comprendre leurs techniques, leurs motivations et éventuellement voir, bah, leurs outils. DarkSide, le côté obscur, on parle de l'Europe orientale, hein, en tout cas, ils parlent russe. Dire tout de suite: «Ah oui, c'est les Russes», c'est pas les Russes, mais il y a de fortes chances, hein. Donc ils utilisent des ransomware en tant que service, hein, c'est ce qu'on appelle du RAS, hein, Ransomware as a Service et c'est un groupe de piratage cybercriminel qui est basé en Europe de l'Est, hein, qui a ciblé des victimes en utilisant des ransomware et de l'extorsion. On pense qu'il est à l'origine de la cyberattaque de Colonial Pipeline et de la récente attaque contre une unité de Toshiba. Le groupe fournit des ransomware en tant que service et il se prétend apolitique. Alors, d'après la page Wikipédia, hein, DarkSide serait basé en Europe de l'Est, probablement en Russie, mais contrairement à d'autres groupes de piratage responsables de cyberattaques très médiatisées, il ne serait pas directement parrainé par l'État, hein, c'est-à-dire exploité par les services de renseignement russes. Mais vous savez que si papa Poutine vous passe un petit coup de fil et vous tape sur l'épaule, en tant que bon patriote, la plupart, même des groupes mafieux ou criminels, iront travailler directement pour les services de renseignement, hein. Quand on a besoin de personnel, hein, pour une cyberattaque d'ampleur, on va très clairement les services de renseignement russes vont recruter directement au sein de ces populations de cybercriminels ou mafieux. Donc DarkSide évite les cibles, hein, dans certains emplacements géographiques en vérifiant les paramètres de langue, du système, hein. En plus, des langues de 12 pays actuels, anciens ou fondateurs de la CEI, la liste d'exclusion contient l'arabe syrien. Les experts affirment que le groupe est l'un des nombreux groupes de ransomware à but lucratif qui a proliféré et prospéré en Russie, avec au moins la sanction implicite des autorités russes qui permettent que l'activité se produise tant qu'elle attaque des cibles étrangères, hein. On a ce principe de pacte de non-agression, c'est-à-dire que ça a été clairement, dicté, hein, à la fois par Poutine et par les agences de renseignement. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais il faut pas que ça empiète sur les opérations de renseignement des agences de renseignement russes et que ça aille contre les intérêts de la nation. D'accord? Donc vous pouvez extorquer toutes les entreprises étrangères à partir du sol russe, vous ne serez que très rarement condamné, hein. La plus grande surprise, dernièrement, c'est Revil qui a été chopé, hein, via, comment dire? Un coup de filet d'ampleur, hein, notamment avec, bah, les polices étrangères, Europol, Interpol et tout ça. Ils se sont fait choper, hein. Ils sont partis en prison, mais on dit qu'ils ont refait surface il y a pas si longtemps que ça. D'accord? Peut-être on avait à nouveau besoin d'eux. On n'en est pas sûr. On ne sait pas si la 2e itération de Revil qui est apparue sur les réseaux et nouveau leak de documents. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est de l'intoxication de la part des services de renseignement russes? Est-ce que eux mêmes ont infiltré, refondé une nouvelle entité Revil? On n'en a aucune idée pour l'instant. En tout cas, on voit qu'ils ont fait des petites boulettes puisque ils ont lancé des cyberattaques et il y avait un problème au niveau du code et le code n'a pas chiffré
les données, hein. Il a juste modifié l'extension, donc ça paraissait un peu amateur, hein, puisque Revil était plutôt compétent. Là, bah, ils ont fait une petite boulette. Apparemment, c'est du code qui a été réexploité et il y avait, bêtement une erreur de signe, hein, au niveau d'un booléen. True, false, false, true et bah, ça a fait merder toute l'obsèque, toute l'opération et ça n'a pas chiffré les données. Donc, bah, vous imaginez bien que les gens, n'ont peut-être pas payé la rançon. Mais je m'égare. Revenons à notre sujet. Donc DarkSide, hein, ne cible pas les centres de santé, les écoles, les organisations à but non lucratif. Le code de ransomware, hein, qui est utilisé par DarkSide ressemble à un logiciel de ransomware utilisé par Revil, justement, de piratage différent. Le code de Revil n'est pas accessible au public, ce qui suggère que DarkSide est une ramification de Revil ou un partenaire Revil. DarkSide et Revil utilisent des notes de rançon structurées de manière similaire et le même code pour vérifier que la victime n'est pas située dans un pays de la communauté des États indépendants. Hein, encore une fois, on n'a pas envie de faire de boulettes et qu'il y ait des répercussions sur la Russie et ses alliés en termes d'industrie ou d'économie. Donc encore une fois, vous voyez qu'on cherche, hein, des patterns, hein. En criminalistique, tes patterns sont des motifs récurrents, hein. Je vais analyser et je me rends compte que, hem, par exemple, la documentation qui est fournie avec les ransomware ou peut-être, les ransomware qui sont utilisés, hein, l'analyse du code, les adresses IP, les noms de domaine qui sont utilisés et cetera. Ça va me permettre d'aiguiller et de retrouver, hein, des techniques proches ou quasiment identiques et ça va me permettre d'aider lors de la détermination, hein. C'est-à-dire, est-ce que l au niveau de l'attribution de la cybermenace, est-ce que je suis à 50 sûr que c'est DarkSide? Est-ce que je suis à 100 sûr que c'est DarkSide? Et DarkSide, il est quoi? Je pense à 80 qui connaissent Revil parce qu'ils utilisent les mêmes techniques. Vous voyez? On va commencer à dresser, hein, une carte, à dresser même, bah, c'est le principe théorie des graphes, hein. On va créer des nuages, des nuées de points et on va corréler, hein, les différents acteurs malveillants et essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment le crime se structure. Donc toutes les données de Trend Micro Research, les États-Unis, sont de loin le pays le plus ciblé de DarkSide, hein. On a plus de 500 détections, suivi de la France, de la Belgique, du Canada. Parmi les 25 pays observés par un McAfee, les plus touchés par les attaques DarkSide en termes de nombre d'appareils, sont Israël, la Malaisie, la Belgique, le Chili, l'Italie, la Turquie, l'Autriche, l'Ukraine, le Pérou et les États-Unis. Et en juin 2020, DarkSide n'avait publié que les données d'une seule entreprise. La quantité de données dépassait par contre les 250 gigas. D'accord? Alors, au niveau du mécanisme d'attaque, hein, on va essayer de faire simple pour que tout le monde puisse comprendre en fonction de ses connaissances, mais le ransomware DarkSide va contourner initialement l'UAC, hein, le User Access Control. Vous savez, c'est cette petite fenêtre-là qui vous dit: «Ah, tu es sûr que tu veux lancer ce programme? Regarde, il a envie de se lancer en administrateur. Clique sur oui si tu veux le lancer en tant qu'administrateur». Hein, je vulgarise, mais vous connaissez tous cette petite fenêtre qui pop quand vous lancez, un logiciel, une application qui a qui a besoin d'une élévation de privilèges. OK? Donc ça utilise l'interface CMS pardon, tplua.com, hein. Le logiciel vérifie ensuite l'emplacement de la langue du système. Une fois, on n'a pas envie d'attaquer des machines des anciens pays soviétiques, hein, qui sont sous nos sur notre giron, si on est la Russie, les fameux CEI, d'accord? Donc ça vérifie la liste des langues et tout de suite, de facto, t'as pas envie de te faire attaquer? Bah, passe ton système d'exploitation en russe, en ukrainien, en biélorusse, en tadjik, en arménien, en azerbaïdjanais, en géorgien, en kazakh, en kirkz, en turkmène, en ouzbek, en tatar ou en roumain, moldave ou en arabe syrien. Là, il y a pas de problème, tu te feras pas attaquer par les services de renseignement russes, OK? Plus sérieusement, le logiciel va créer ensuite un fichier log, hein, log.leuserid de la machine.txt qui va servir tout simplement de journal, hein. Le fichier va supprimer les fichiers de la corbeille un par un. Il va désinstaller certains logiciels de sécurité, il est pas con, et de sauvegarde et met fin au processus pour permettre l'accès aux fichiers de données utilisateurs.
au cours du processus de chiffrement, à proprement dit, on a l'ID utilisateur qui est généré en fonction de l'adresse MAC de la machine et qui est ajouté au nom de fichier. Comme ça, il y a une certaine nomenclature. Je pense qu'au niveau de leur obsèque, ils arrivent à s'y retrouver, hein. Ça va permettre de retrouver quelles sont les données qui sont chiffrées. D'accord? Et on utilise une clé matricielle générée aléatoirement, hein, qui est chiffrée avec une clé codée en dur RSA qui est elle-même ajoutée au dossier, hein. On appelle ça salsa 20, hein, pour les initiés, ceux qui connaissent. Et donc, bah, le logiciel évite de chiffrer certains dossiers, fichiers et types de fichiers, hein. Donc on voit qu'il y a une certaine finesse, on voit qu'il y a une certaine logique et une bonne obsèque, hein. On commence à s'intéresser aux logiciels de sécurité présents sur la machine. Petit à petit, hein, on coupe tous les moyens de sécurité qui sont préinstallés dans Windows et petit à petit, on s'occupe des fichiers, mais pas tous, hein. Donc vous voyez, c'est pas de la force brute. Il y a une certaine finesse, il y a une certaine logique derrière qui est dictée par le ransomware. Enfin, bah, le ransomware va laisser derrière lui une note, hein, encore une fois, readme avec le userid.txt qui va diriger l'utilisateur pour accéder via Tor à un site qui va vérifier l'identité de l'utilisateur et lui octroyer le gentil droit de se faire, enfin, comment on dit ça? Racketter, hein, via du Bitcoin ou via Monero. D'accord? Donc c'est ce principe, hein. C'est plus tu achètes mon ransomware, hein, mon malware, sur le marché noir, c'est ce qui a prédominé pendant plus de 20 ans, j'ai envie de dire, hein. Tu payais en une fois, alors après peut-être tu avais des services pour des mises à jour, hein, mais tu allais sur le marché noir et tu achetais un malware, d'accord? Qui te coûtait, heu, les plus mauvais pas cher, quelques centaines d'euros et les plus costauds des millions d'euros, d'accord? Ou des centaines de milliers, tout va dépendre, des besoins, des capacités. Mais là, c'est tout un modèle qui a évolué depuis, une dizaine d'années. On passe maintenant au RAS, hein. Le RAS, c'est le Ransomware as a Service, c'est-à-dire exactement comme on fait du SaaS, hein, hem, ce qui permet de faire fonctionner le cloud, hein, vous savez tous. Eh ben, on est parti sur ce modèle de Ransomware as a Service. D'accord? Alors, vous le connaissez tous, ce principe de cloud, hein. Le cloud, vous en avez toujours entendu parler. On a aussi des applications déportées vers le cloud, hein. On a en entreprise ce principe de SaaS ou logiciel en tant que service, hein. Ça veut dire Software as Services. C'est un modèle de distribution de logiciels à travers le cloud, hein. Les applications, elles sont hébergées par le fournisseur de services, hein. Par exemple, bon, il y a plein de solutions, qui vous font ça, d'accord? Donc en gros, tes applications, elles sont déportées, OK? Tu travailles via des clients légers et tu te connectes à une infrastructure heu, qui est ailleurs. Ensuite, on a le PaaS, hein. Le PaaS, ça veut dire plateforme en tant que service, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais allez voir, c'est important. On a aussi l'infrastructure en tant que service qu'on appelle IaaS, et on a le DaaS. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça veut dire desktop en tant que service, d'accord? Donc encore une fois, c'est des solutions qui sont proposées, ça a plusieurs noms, mais grosso modo, on paye un abonnement mensuel et on a un service, d'accord? Donc ça, c'était réservé aux entreprises. Et puis, on a vu ensuite que on pouvait utiliser ce même modèle économique, c'est-à-dire que maintenant, vous achetez plus le ransomware, vous achetez le ransomware comme un service, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte d'abonnement, hein. Et puis, les créateurs de malware sont très intelligents, hein. Ils se sont dit: on va proposer, mais comme n'importe quelle, société capitaliste, on va proposer des mises à jour, on va proposer des patchs, on va proposer des modules et voilà, hein. Le cybercriminel n'a pas besoin de savoir coder, il va acheter notre solution et on lui offre tout clé en main, hein. C'est-à-dire que maintenant, à la fois, je vais te donner les agents, hein, qui vont permettre de compromettre les machines, comme du Cobalt Strike, hein, qui a été détourné, puisque c'était un outil qui était réservé aux pentesters. Maintenant, on sait qu'il est militarisé pour faire des cyberattaques d'ampleur, APT, menaces persistantes avancées. Et je vais te fournir également le serveur qui va te faire tourner ton serveur de command and control, hein. Ah, et puis, tu as besoin de nom de domaine, mais t'inquiète pas, je t'offre tout.
hein. Tu vas pouvoir crafter tes propres noms de domaine, tu vas pouvoir avoir une infrastructure redondante à plusieurs endroits du monde dans des data centers sécurisés qui vont te permettre d'héberger tes serveurs de command and control, d'avoir tes bases de données qui vont permettre d'exfiltrer l'information que tu vas voler lorsque tu fais de l'espionnage industriel, technique, ou économique. Donc vous voyez, c'est du le crime, mais en tant que service, hein. Donc la solution toute clé en main. Maintenant, on va voir un petit peu le rapport, donc ça, c'était mon blabla, on va voir le rapport de Picpus, une boîte, de cybersécurité, hein. C'est ce que vous avez sous les yeux. Là, je vais vous traduire leur rapport. Alors, hein, les tactiques, les techniques, les procédures, les outils et les techniques, hein, qui sont focalisées vers l'évasion, hein. Vous savez, l'évasion en cybersécurité, c'est ce principe d'essayer de ne pas me faire détecter ou le plus tard possible par ma cible, d'accord? Tant que je peux rester au chaud au sein d'un système d'information, d'un réseau, d'une entreprise, eh ben, je gère le périmètre, hein, puisque je suis un vrai cheval de Troie. À partir de là, si je fais pas trop de bruit, je peux rester dormant, hein, en stase, me réactiver après, hein, quand j'ai besoin de lancer ma cyberattaque ou d'exfiltrer les données. Donc c'est ce qu'on appelle des menaces résidentes, hein. Ça peut rester pendant, on dit toujours une APT, hein, en moyenne, le temps où il se passe des choses bizarres, les analystes commencent à comprendre que, eh ben, ils se sont fait berner et on déclare, hein, publiquement qu'on s'est fait attaquer par une cyberattaque d'ampleur, une APT, eh ben, il peut se passer 6 mois, il peut se passer 10 mois, il peut se passer 1 an, il peut se passer 2 ans, 3 ans, hein. On a vu certains cas comme ça, d'accord? Donc là, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on a eu Colonial Pipeline Company, hein, qui est une compagnie américaine, vous l'avez compris, qui gère, bah, des produits gaziers, des produits, hem, dérivés du pétrole, hein, et qui ont été, attaqués. On a carrément installé des ransomware, hein, donc ce principe de RAS, Ransomware as a Service, et ça a bloqué complètement la société, hein. Plus aucun fonctionnement. Donc vous imaginez, vous avez du gaz, vous avez du pétrole et vos pipelines ne fonctionnent plus, hein. Vous pouvez même plus vider les pipelines pour les mettre dans des camions et que ça parte. Tout est bloqué, hein, tout est bloqué. L'ordinateur de la cafétéria, il est en rade, l'ordinateur, qui gérait les contrôles, des pompes est en rade, tout est en rade. Toute l'infrastructure, hein. Non seulement ce qui permet les processus industriels, économiques, mais également toutes, les sections, toutes les divisions, tous les départements de Colonial Pipeline, le secrétariat, la direction, tout est chiffré. OK? Donc là, on se retrouve avec ce principe que je vous disais, non seulement les acteurs malveillants de DarkSide ont exfiltré les données, hein, et ils menacent les victimes de revendre les informations, c'est ce principe de double extorsion, hein, dont je vous avais déjà parlé. Maintenant, si on creuse un petit peu au niveau des TTP, les tactiques, les techniques et les procédures qui sont utilisées par DarkSide, ça nous permet de comprendre les méthodes d'attaque, hein, et quel est l'impact au niveau des brèches en termes de sécurité ou de données. Donc il y a des techniques, à peu près une douzaine, qui ont été utilisées et que vous retrouvez constamment. Je vous en parle tout le temps. C'est le MIRT Attack Framework, d'accord? Qui nous permet justement de comprendre les tactiques, les techniques et les procédures utilisées. Alors vous allez voir, je vous parle tout le temps des living off the land, mais oui, bah, bien sûr, c'est ce qu'on privilégie lorsqu'on lance une APT. Donc il y a les outils également, hein, qui vont être analysés et on voit que parmi tous les outils qui ont été utilisés, la plupart en fait sont publics, hein. C'est pas des malwares qui valent des 50 millions de dollars sur le marché noir, hein. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en effet, le RAS, qui permet de chiffrer, lui doit coûter extrêmement cher. Mais par contre, pour implémenter le chiffrement et le ransomware, toutes les outils avant qui ont permis ces vecteurs d'escalade, eh ben, finalement, tout le monde peut les utiliser. Moi-même, je les utilise. On les utilise tous en red teaming. La plupart des outils qui sont utilisés par DarkSide, on les connaît. On les connaît, hein, et je vous parle tout le temps, bah, il y en a que 3 qui sont malicieux. La plupart, bah, en fait, ils sont préinstallés
sur les systèmes d'exploitation. C'est des utilitaires Windows, hein. Donc on voit qu'ils ont utilisé des utilitaires natifs et ils ont fait ces fameuses attaques Living of the Land, hein. J'utilise les outils natifs de Windows pour pirater Windows. Et comme c'est des outils légitimes, des services légitimes, hein, et que, bah, encore une fois, en red teaming, on se sert de ces outils pour voler, hein, sous la couverture radar et rester indétecté, indétectable. D'accord? Donc c'est ce principe Living of the Land, hein, que vous retrouverez constamment. Alors, encore une fois, hein, c'est pas propre aux APT, il y a beaucoup d'outils, je vous disais, hein, qui sont utilisés, soit en administration système ou réseau, pardon, soit par des pentesters, soit par des red teamers, hein. Et le problème, c'est la dualité, hein, c'est-à-dire, je vous ai dit, toute technologie peut être militarisée. Bah, là, c'est le même principe, hein. L'outil qui me permet, moi, de faire du red teaming, eh ben, va te permettre, toi, de lancer des cyberattaques. D'accord? Donc, dans un cas, on va aider à renforcer la sécurité. Dans un autre cas, bah, on va éventrer la sécurité, hein, puisqu'on va lancer des vraies cyberattaques. Ce n'est plus un entraînement. D'accord? Donc le Living of the Land, c'est extrêmement complexe, hein, puisque tous ces outils sont préinstallés sur la machine. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi? Tu veux empêcher Windows de fonctionner? Il en a besoin de la plupart de ces outils. Et en plus, ils sont signés numériquement par Microsoft. Donc là, encore une fois, au niveau du comportement, au niveau de la détection proactive, ça peut poser de sérieux problèmes, hein. Si tu n'as pas des règles strictes, hein, règles Sigma, règles Yara, il faut des rules, hein, des rule sets qui vont analyser constamment les événements, hein. Il y a eu une création de compte, on a modifié un mot de passe sur un contrôleur de domaine, hein. Il y a Robert qui travaille à la direction, heu, qui à 3 heures du matin a changé son mot de passe, alors que c'était samedi et qu'il était chez lui, hein, et qui nous a confirmé qu'il était chez lui. Tu vois? Tu dois trouver tous ces petits marqueurs, tous ces patterns qui font que, eh ben, ouais, un gars qui travaille le week-end à 3 heures du matin, qui change son mot de passe et qui dit qu'il était avec sa femme et ses enfants parce que c'était samedi soir dans la nuit, tu sais très bien que c'est un hacker qui a usurpé l'identité. D'accord? Donc c'est un travail de longue haleine, hein, et il faut définir tout ça, tous les événements en PowerShell et tout ça. Bref, les gars qui bossent en blue teaming, vous savez de quoi je parle. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, on a vu que dans tous les outils qui étaient utilisés, assez, intriguant, aussi fou que ça puisse paraître, que 9 des outils étaient en fait des malwares. Le reste, c'est du living off the land, d'accord? Donc ces malwares, ils sont responsables du chiffrement. En effet, on parle de ransomware, collection des données, hein, bah oui, puisqu'on veut les exfiltrer, c'est ce principe de double extorsion, et serveur de command and control, hein, puisqu'on ne peut pas se passer des C2 pour communiquer vers l'extérieur, d'accord? Donc on a cette je vais résumer trivialement, on déploie des agents sur toutes les machines du réseau de l'entreprise, on chiffre les données, on exfiltre les données et pour exfiltrer les données, les agents communiquent au serveur pluriel. Il y en a plusieurs, souvent, tout le temps, de command and control. D'accord? C'est tout le temps ce même processus que vous retrouverez avec, encore une fois, différentes sous-étapes. Naturellement, je ne fais que vulgariser avec mon petit cerveau et mes petites connaissances. Donc, continuons. 91 des outils de DarkSide, étaient disponibles publiquement, hein. Ça fait quand même assez froid dans le dos, si vous bossez dans la cybersécurité. Et c'était des outils légitimes, mais on a détourné leur fonction. Mais c'est le principe du hacking, je crois. OK? Donc 19 c'était des utilitaires living off the land, d'autres en open source, des 31 des outils gratuits, 9 des services ou ce qu'on appelle des COTS, hein, des commercial off shelf pour 13. Ensuite, on a utilisé 34 attaques, enfin techniques pour attaquer, l'infrastructure, hein, de Colonial Pipeline Company. Donc on a catégorisé ces techniques et on a déterminé que chaque technique va dans une ou plusieurs tactiques, d'accord? Puisque, pour résumer, je vous parle tactique, technique
procédures, d'accord? Les techniques, il y en a une ou plusieurs. Des tactiques, il peut y en avoir une ou plusieurs, d'accord? Mais par contre, les techniques ne peuvent pas exister sans tactique, d'accord? C'est un peu les enfants, hein. Les enfants, les parents, c'est la tactique. Les enfants, c'est la technique, d'accord? À l'inverse, une tactique peut exister, pardon, sans technique, d'accord? Mais généralement, on part tout le temps des tactiques et pour chaque tactique, parfois, ça se, comment dire? Elles se mélangent. On va avoir toutes les techniques associées à une ou plusieurs tactiques. D'accord? C'est pour ça, je vous conseille d'aller voir la matrice, pour mieux comprendre, hein. Un truc qui est intéressant, c'est qu'ils s'adaptent, en fait, hein, à l'environnement de la victime et au contrôle de sécurité. Ils vont parfois utiliser plusieurs outils pour la même technique. Ensuite, au niveau heu, de la prévention, hein, basée sur les signatures. Encore une fois, comme bloquer par exemple les outils, hein, en utilisant un indicateur de compromission. Par exemple, on peut utiliser les hashes, hein, on va hasher un fichier et bah, si ce hash est contenu dans nos signatures, ils nous disent: «Eh, eh, attention, ça ce hash, on dirait que c'est, Netcat qui est utilisé». Donc il vaut mieux passer à une approche proactive et simulation d'attaque et validation des contrôles de sécurité, hein. Ça va permettre de, heu, compléter, hein, les «trous dans la raquette» entre guillemets au niveau de votre posture de cyberdéfense et de cyber-résilience, hein, lorsqu'on s'intéresse à des acteurs de menaces comme DarkSide. Donc on retrouve ce que je vous ai dit en préambule et si on s'intéresse sur la partie de droite, on voit donc l'évolution d'août 2020 à mai 2021. Donc on commence tout en haut. En août 2020, on voit que le groupe de menaces DarkSide a annoncé son rançon, a utilisé les services du groupe. Plus tard, un site de fuite de données dont DarkSide contrôlait. Donc quand vous vous connectez à YouTube, par exemple, vous passez par un CDN. Le CDN, il va être le plus proche. Donc voilà, ça va accélérer les choses. Moins il y a de latence, plus tu as de débit, plus tout le monde est content. D'accord? Donc, mars 2021, DarkSide a publié la version 2.0 de son rançon logiciel. Je vais y arriver. DarkSide a lancé un service d'appel permettant aux affiliés d'organiser directement des appels faisant pression sur les victimes pour qu'elles paient des rançons depuis le panneau de gestion. En avril 2021, on a DarkSide qui a annoncé sa nouvelle capacité, les attaques par déni de service DOS. Et enfin, en mai 2021, DarkSide a lancé l'attaque Colonial Pipeline. Et pour agrandir son équipe, le groupe de rançon logiciel DarkSide a publié une annonce de recrutement de testeurs d'intrusion au réseau. Donc là, vous voyez, ils ont peur de rien, quoi, hein. Ensuite, si on s'intéresse au framework, alors, on a le framework MIRT, vous le savez, on voit tout en haut à gauche, on commence par la partie reco, hein, qui est toujours la première étape lors d'une cyberattaque. On a la technique 1592.002 qui va recueillir les informations sur l'hôte de la victime, notamment les logiciels. Ensuite, en rouge, on passe à la ressource et développement. On a la 1588.002, c'est-à-dire obtenir les capacités, hein, en termes d'obsèques, hein, qu'est-ce que je vais attaquer, quels sont les programmes installés, etc., etc., etc. Et puis l'exploit crafting, hein, en fonction de la machine, de l'environnement, de l'écosystème, du framework que vous allez attaquer, vous allez crafter votre payload, vous allez crafter votre exploit. Ensuite, l'accès initial, hein, en bleu clair, on a l'exploitation T1190 face au public, application et technique d'hameçonnage avec un lien de harponnage, comme on l'appelle, 1566.002 et on a la 10 soit T1078 avec des comptes valides. Donc là, visiblement, ils ont réussi à usurper l'identité avec des comptes valides pour avoir un gain d'accès initial, sûrement un compte à bas privilège, pour ensuite évoluer au sein du système. Ensuite, on a la partie exécution en bleu foncé. On a la T1059.0 V à prendre PowerShell. Bah, vous l'avez sous les yeux. La T1053 programmer bah, la tâche, le travail, hein. Donc, au niveau de l'exécution, il doit y avoir des queues, des fils et bah, les scripts, hein, PowerShell doivent attaque, récupérer des informations, désactiver des systèmes de protection. Ils sont peut-être servis de services malicieux, hein, qui vont être chargés, qui vont ajouter de la persistance. On a
la persistance en rouge, justement. Et donc ensuite, la 10 78 002, compte valide, compte de domaine. Ils ont récupéré les comptes de domaine. À partir des comptes de domaine, vous continuez le pivot. Ensuite, partie technique défensive, évasion, ils ont utilisé le BITS qui permet notamment de faire fonctionner Windows Update, mais ça permet d'exfiltrer ou de récupérer des données à partir d'un serveur de command and control, de nouveaux payloads, de nouvelles charges virales à partir en utilisant le service bits. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes vraiment parano, vous devez bloquer en entrée, en sortie le bits quand vous l'utilisez pas. Mais bon, ça c'est un autre truc après à voir en fonction des besoins. Parce que 100 bits, c'est quand même le noyau, enfin pas le noyau, mais en tout cas une des composantes critiques au sein de Windows pour son bon fonctionnement, puisqu'il y a beaucoup de services qui fonctionnent grâce à bits. Donc encore une fois, le désactiver totalement, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est très compliqué. Donc T14 84.001, ensuite modification de la stratégie de domaine, modification de la stratégie de groupe. Ensuite, on a la 15 62.001, c'est l'altération des défenses, désactiver ou modifier les outils. On a la 10 36.005, masquerading, donc on va masquer, faire correspondre le nom ou l'emplacement légitime. Encore une fois, c'est des techniques pour faire du spoofing. Et on a la T1055, injection de lien dynamique, injection de bibliothèque. Donc là, encore une fois, je vous ai montré ce principe de shimming, où on va pouvoir injecter des DLL malicieuses. Ensuite, si on regarde le tableau du bas, on repart en haut à gauche. On repart sur une phase de certificat, accès au certificat, information d'identification du système d'exploitation, il va tout dumper, c'est la 10003. Ensuite en rouge, la découverte de compte de domaine 1087002. On a un système à distance, découverte 1018, réseau du système 1016, découverte des configurations. Donc là on voit que ils sont en train de préparer le terrain pour leur pivot à partir du gain d'accès. Ils récupèrent le maximum d'informations pour pouvoir aller attaquer les autres machines, les autres contrôleurs de domaine et attaquer l'ensemble des forêts qui sont rattachées à ces contrôleurs de domaine. Mouvement latéral, on va y être, c'est l'étape suivante, en bleu. Outil latéral 1570, transféré, on a la 1021.001, service à distance, protocole de bureau à distance. On a la 1021.002, c'est service à distance, cette fois-ci partage d'administration SMB Windows. Vous savez qu'SMB est des gros vecteurs de cyberattaque. Vous me voyez souvent utiliser ce vecteur pour nos captures de flag. On a la 10.21.004, cette fois-ci ça concerne le SSH. Bah oui, si je peux utiliser le SSH, je peux me connecter, chiffrer l'ensemble des données entre les ordinateurs. Donc très intéressant pour moi. On pourra par exemple voler des clés de chiffrement privé sur les dites machines. Ensuite, on a l'Intel Gathering, le recueil d'informations. On a la 10.05 au niveau du système local. On a la 1560.001, archiver les données collectées et archiver via l'utilitaire. Et on a la capture d'entrée 10.56. Donc au niveau du recueil d'informations, un local system, archiver les données collectées, archiver via l'utilitaire et capturer les entrées, donc keylogger et tout ça, je pense 10.005, 1560.001 et la 10.56. Le command and control, on a couche d'application protocole, la 10.71, on a outil d'entrée et transfert 10.11.05, tunneling, protocole T15.72, accès à distance, logiciel 12.19, ils ont dû installer toute la panoplie pour pouvoir aider l'entreprise de pipeline, visiblement. Plus sérieusement, ensuite, on a le service web, T11.002, après la partie exfiltration, puisqu'ils veulent revendre les données, il faut les exfiltrer. Exfiltration via un protocole alternatif, 10.48, on a la 15.67.002, exfiltration via des services web ou via un stockage directement dans le cloud. Pas mal. Et puis l'impact. Impact, c'est-à-dire du déni de service, dans le sens où on va chiffrer les données pour impacter l'entreprise. Technique 1486 et système d'inhibition
récupération T1490, hein. On fait en sorte de désactiver toutes les sauvegardes, de les effacer, les points de restauration et j'en passe, c'est des meilleurs, comme dirait l'autre. D'accord, donc voilà un petit peu les techniques qui sont utilisées. Maintenant, on va regarder un peu les outils, qui sont utilisés par les opérateurs de DarkSide. Alors on a AnyDesk, hein, qu'on se sert, c'est un logiciel COTS pour, faire du command and control. Vous pouvez vous en servir, ouais, pour faire du command and control, AnyDesk. Il y a ça permet d'aider les gens, comme TeamViewer, mais vous pouvez aussi prendre le contrôle, hein. Cobalt Strike, Dupe, AdFind pour la découverte, Advanced IP Scanner, hein, pour, pareil, du ping sweeping, Jimmer pour l'évasion de la défense, Mega Client pour l'exfiltration, Service Mega, NetScan pour la découverte, PC Hunter pour, évasion de la défense, P-Link, Command and Control et Pivot même, j'ai envie de dire, PowerTool 64, évasion de la défense, Mastic, WinSCP, Mega, pareil, exfiltration, ClickCloud, service gratuit de Command and Control, Private Lab pour l'exfiltration. Donc il y a plein de trucs que vous devriez déjà connaître, je pense. Power Encryptor, donc là, c'est les quelques logiciels malveillants qui ont été détectés. Donc ça, c'est pour au niveau de l'impact, hein, pour chiffrer. Jambon fumé, comme il s'appelle, pour le recueil d'informations, System BC pour le Command and Control, 7zip, AdRecon, donc 7zip pour le recueil d'informations, on va archiver, AdRecon pour la découverte, Limer pour la découverte, Mimikatz pour l'exfiltration, F-Secure Cifrui pour le Command and Control, BitsAdmin utilitaire Windows, évasion de la défense, stratégie de groupe GPO modifiée pour l'exécution, la persistance et évasion de la défense. En effet, si vous commencez à modifier les stratégies de groupe, eh ben, c'est qu'il y a un petit souci. PowerShell pour l'exécution, SQL Dumper.exe pour le recueil d'informations, PS Exec, Living of the Land encore, exécution mouvement latéral et WMI, bah ouais, aussi Living of the Land, exécution et impact, hein, puisque vous pouvez faire beaucoup de choses pour détourner. Donc on voit qu'on a beaucoup d'outils, hein. On a WMI, PS Exec, PowerShell, les GPO, BitsAdmin, tout ça c'est utilisé en administration, mais encore une fois, si vous détournez les fonctions, bah, vous pouvez vous en servir pour faire des attaques Living of the Land, hein. Donc le reste c'est du tiers, voilà, WinSCP que j'utilise moi-même pour se connecter par exemple à un FTP. Maintenant qu'on a vu ça et on recontextualise, hein, c'est une grosse société, qui a été touchée, hein, par cette attaque, Colonial Pipeline Company. Ils ont utilisé du RAS comme je vous disais, ils ont exfiltré les données avant de les chiffrer. Enfin ils ont après avoir chiffré les données, pardon, et naturellement ils ont menacé les victimes de relâcher, enfin de rendre public, hein, les données, si jamais ils ne payaient pas. Donc on retrouve certaines comparaisons avec, certains grands groupes de ransomware comme Maze, Sodinokibi, Revil et Netwalker, hein, puisque ils ont utilisé une douzaine de brèches, hein, dans la sécurité pour faire des data breach, justement exfiltrer des données. Encore une fois, analyse des tactiques, des techniques, des procédures utilisées par DarkSide en fonction du framework version 9 du MIRTRE Attack. D'accord? Donc, technique des adversaires et connaissance globale au niveau des cyberattaques. Donc 34 techniques composées de sous-techniques, hein, avec 14 tactiques. D'accord? Donc encore une fois, hein, c'est le comportement malicieux qui va être analysé. Comment DarkSide a implémenté ces techniques et une petite description des outils qui ont été utilisés dans chaque tactique. Donc ça permet de savoir si vous voulez faire votre adversary emulation plan, c'est-à-dire simuler les attaques qui ont été faites par DarkSide, et ben vous allez vous baser, vous l'avez compris, sur ces 34 techniques, sous-techniques et ces 14 tactiques. Alors, reconnaissance. On commence toujours par là, vous le savez, mais on va voir un petit peu plus en détail maintenant.
hein. Donc la tactique de reconnaissance du cadre MIRT comprend des techniques impliquant les adversaires pour collecter les informations activement et passivement avant de compromettre une victime. Les attaquants utilisent ces informations pour les utiliser dans d'autres phases du cycle de vie de l'attaque, telles que le gain d'accès initial, tel qu'utilisé par les opérateurs de ransomware DarkSide. Donc, rassembler les données, hôte de la victime, logiciel, ça c'est la tactique au niveau de la reconnaissance et la procédure, bah, les acteurs de menace DarkSide déterminent si on a un Sonic Wall SMA 100 SSL, le logiciel VPN fonctionne sur la machine, si oui, quelle version est en cours d'exécution. Ces informations sont utilisées pour l'accès initial en exploitant une CVE 2021-216, une vulnérabilité sur ce produit, d'accord? Donc il y avait des failles sur les firewalls Sonic Wall et ils se sont servis de cette faille. Ensuite, développement des ressources, hein. Donc, la tactique de développement des ressources, elle comprend les techniques impliquant des adversaires pour créer, acheter ou compromettre des ressources telles que l'infrastructure des comptes ou les capacités. Ils développent ces ressources avant de compromettre la victime et les exploitent pour les utiliser dans d'autres phases telles que l'utilisation de serveurs privés virtuels loués pour prendre en charge le command and control, hein, le commandement and control. Donc on peut se servir de nom de domaine, on peut se servir de VPS, tout à fait, hein. Généralement, c'est la conjonction des deux. Donc la tactique, c'est ressources développement, hein. Encore une fois, avant de lancer une cyberattaque, on va crafter, hein, notre attaque en fonction des besoins inhérents dans la menace persistante avancée et on va créer, customiser les exploits pour le matériel qui était ciblé. Dans l'occurrence, c'était une faille dans un pare-feu. Donc la technique, c'est obtenir, hein, des capacités en termes d'outillage et la procédure, bah, les adversaires obtiennent des outils, des cyberattaques pour soutenir leurs opérations. Ces outils peuvent être gratuits ou commerciaux, ouverts ou fermés en fonction de la source et le rançongiciel de DarkSide. Bah, à ce niveau-là, les opérateurs utilisent des dizaines d'outils pour aider la post-compromission, d'accord? Au niveau du comportement. 3. Accès initial. La tactique d'accès initial comprend les techniques utilisées par les attaquants pour prendre pied au sein d'un réseau, telles que l'exploitation des vulnérabilités sur les serveurs web publics. Donc, tactique accès initial, technique exploitation, la 1190 face au public, application, comme on dit, c'est-à-dire que en termes de procédure, les pirates exploitent les vulnérabilités des logiciels connectés à Internet, tels que les serveurs web, pour accéder à l'autre, et les acteurs de menace DarkSide ont eu un accès initial à leurs victimes en employant la CVE 2021-216, une vulnérabilité, comme je vous le disais, dans un produit. Alors, c'est pas un pare-feu, pardon, c'est ce qui permettait de faire du VPN via du SSL. Autant pour moi. Le SMA 100. Deuxième, c'est hameçonnage, lien d'harponnage, hein. Les opérateurs, en niveau de procédure, utilisent le courriel de phishing avec des liens pour collecter des informations d'identification valides comme méthode d'accès initial, 7. Et donc la technique aussi valide, bah, compte valide, oui, les acteurs de la menace obtiennent et abusent des informations d'identification des comptes existants pour obtenir un accès initial, une persistance, pardon, ou une escalade de privilèges ou une évasion côté défensif. Ok, donc les opérateurs de DarkSide obtiennent un accès initial via l'infrastructure VPN de l'entreprise en utilisant des informations d'identification valides. Ok, donc tout ça a été encore une fois facilité par la CVE. 4. On passe à l'exécution en termes de cyberattaque. Alors, les techniques qui entraînent l'exécution de code contrôlé par l'adversaire sur un système local ou distant sont classées dans la tactique d'exécution du cadre MIRT. Cette tactique ne peut être détachée des autres. Les techniques d'exécution sont souvent associées à des techniques de toutes les autres tactiques. Par exemple, un adversaire peut utiliser un outil d'accès à distance, command and control, hein, pour exécuter un script PowerShell qui effectue la découverte du système à distance. Donc ensuite, on a la modification, hein, des objets. Donc un objet de stratégie GPO, hein, tout est objet, hein, rappelez-vous, et la stratégie de groupe, c'est extrêmement critique, hein. C'est un composant du système Windows et c'est une collection virtuelle de paramètres de stratégie. Ils peuvent représenter des paramètres de stratégie dans le système de fichiers et l'Active Directory. PowerShell,
C'est un shell de ligne de commande interactif, robuste et un langage de script installé par défaut sur tous les systèmes d'exploitation Windows, comme vous le savez. Étant donné que PowerShell dispose d'un accès étendu aux composants internes de Windows, les administrateurs système l'utilisent fréquemment pour gérer et configurer le système d'exploitation et automatiser des tâches complexes. Non seulement les administrateurs système, mais aussi les adversaires ont réalisé le potentiel de l'intégration d'un outil aussi puissant dans leur arsenal. PSExec est un outil légitime de Microsoft et fait partie des utilitaires Windows 6 internal. PSExec peut exécuter des commandes et des fichiers binaires sur des systèmes distants et télécharger ou uploader des fichiers sur un partage réseau. D'accord. Donc comme DarkSide, des gangs de rançongiciel, Nephilim et Lockergoga et plus de 20 groupes de menaces tels que Hafnium, Oilrig, Turla utilisent PSExec pour le déplacement latéral. On a WMI, Windows Management Instrumentation, c'est l'infrastructure de gestion des données et des opérations sur les systèmes d'exploitation basés sur Windows. Les administrateurs système écrivent des scripts ou des applications WMI pour automatiser les tâches administratives sur les ordinateurs distants. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir un petit peu sur vos applications par défaut dans Windows. Il y a de fortes chances que WMI soit préinstallé. Si vous ne vous en servez pas, eh ben, bloquez-le ou désinstallez-le. Donc techniquement, exécution, hein, 3 parties dans l'exécution. Au niveau de la technique, on a la 59001. On va utiliser PowerShell en tant que commande et interprète de script. Pour les procédures, bah, étant donné que PowerShell dispose d'un accès étendu aux composants internes, les administrateurs les utilisent et une partie attaquante va également s'en servir. Hein. Donc, DarkSide a utilisé downloadFile, c'est une méthode dans PowerShell pour télécharger le binaire du rançongiciel DarkSide, et ils ont utilisé également PowerShell pour exécuter VMI, WMI, en tout cas une fonction qui supprime le VSS Shadow Copy. Donc vous effacez tout simplement les sauvegardes, les points de restauration. D'accord. Pour empêcher la restauration du système une fois que les données ont été chiffrées. Les adversaires ont utilisé également, c'est la technique 1053, programme tâches planifiées, des utilitaires de planification des tâches de système d'exploitation pour exécuter des charges utiles malveillantes selon un calendrier défini ou démarrage du système. DarkSide utilise un objet de stratégie de groupe GPO pour créer une tâche planifiée pour exécuter le rançongiciel. Ensuite, on a la 156902, service système, service en exécution. DarkSide a utilisé PSExec pour exécuter les binaires à distance et système à l'aide d'un service Windows temporaire. D'accord. Donc on crée un service malicieux et on peut, grâce à PSExec, plutôt qu'écrire sur le disque, on va venir charger en mémoire directement les commandes, le malware, grâce à un serveur de commande à contrôle, de command and control, pardon, à distance qui, lui, a l'ensemble des binaires, d'accord, stockés sur son disque dur. Donc on fait du fileless, beaucoup plus dur à détecter, et tout est chargé en mémoire, donc on n'écrit rien sur le disque, donc beaucoup moins d'artefacts pour les équipes défensives. Ensuite, on a la Windows, hein, gestion de l'instrumentation avec WMI. Grâce à PowerShell, on va utiliser une classe, la Win32 Shadow Copy, pour supprimer les clichés instantanés du volume. Ensuite, persistance. Donc la persistance, c'est la tactique, pardon, qui permet donc la tactique de persistance consiste en des techniques utilisées par les adversaires pour maintenir leur emprise suite au redémarrage du système. Les informations d'identification sont modifiées et si jamais les vulnérabilités sont corrigées. D'accord. Donc vous aurez beau patcher, si jamais vous avez pas retiré la backdoor, la persistance est maintenue. D'accord. Donc technique 1053, programme, tâche, travail, planifié. Au niveau de la procédure, ils ont utilisé, comme on l'a vu, des utilitaires de planification des tâches qui vont permettre d'exécuter des charges utiles malveillantes selon un calendrier défini pour atteindre la persistance au démarrage du système. Via une politique GPO, comme on l'a vu, on va créer une tâche planifiée pour exécuter le ransomware et rester persistant. 6.
augmentation, escalade des privilèges. Les adversaires pénètrent et explorent généralement un réseau avec un accès non privilégié, mais ils ont besoin d'autorisations élevées pour poursuivre leurs objectifs. Afin d'obtenir des autorisations de niveau supérieur, les adversaires utilisent des techniques d'escalade de privilèges. Donc, escalade de privilèges, ça c'est la tactique. La technique, c'est la 1055 et la 1078-002. Donc, la première, c'est injection de liens dynamiques, injection de bibliothèque. En effet, au niveau de la procédure, DarkSide injecte son code dans le processus existant et charge dynamiquement ses bibliothèques. Donc, injection de DLL malicieuse et on va migrer le processus en mémoire pour atteindre une certaine part d'offuscation et de persistance dans des processus généralement critiques de Windows. Et l'autre, c'est compte validé, compte de domaine. Les acteurs de la menace DarkSide créent et utilisent des comptes de domaine pour pouvoir évoluer au sein du système. 7. Évasion de la défense. Évasion de la défense consiste en des techniques que les adversaires utilisent pour éviter d'être détectés par les contrôles de sécurité. On a alors Jimmer, Bitsadmin et PC Hunter. Bitsadmin, c'est un outil en ligne de commande utilisé pour créer et gérer des tâches bits. Je vous disais, la mise à jour Windows se sert de bits notamment. Jimmer est conçu pour être détecté et éliminer des rootkits. De même, il est également utilisé par les acteurs de menaces comme DarkSide, Dfarm, d'Admin Locker pour désactiver les protections de sécurité sur le système. PC Hunter est une application connue comme un utilitaire de sécurité. Il permet aux utilisateurs d'accéder au processus système, au mode noyau, aux hooks, aux crochets, aux registres, aux informations de démarrage et au processus de fermeture et de suppression pour repérer, supprimer les rootkits et autres types de logiciels malveillants. Le problème, c'est que PC Hunter est également utilisé par les acteurs de menaces comme DarkSide, Dharma et Nellyfim, groupe de rançongiciel qui va permettre notamment de désactiver les outils de sécurité en tant qu'outil d'évasion de la défense. Il peut être détecté en tant que pchunter.exe, pchunter64.exe, 32, etc. Tout va dépendre du processus 32 bits, 64 bits ou natif. Et il est également utilisé par les acteurs malveillants pour désactiver tous les outils de sécurité. Donc, on a PowerTool 64 également, qui va permettre de désactiver l'antivirus actif au niveau de sa protection. Et c'est utilisé aussi également cet outil par Dharma et Deadmin Locker. On l'a déjà vu auparavant. Donc, tactique, évasion de la défense. Technique, on a le BITS. Donc, les acteurs de menace DarkSide utilisent Bitsadmin pour télécharger le binaire malveillant. On a la 1484 domaine, modification de la politique, stratégie de groupe, modification. Grâce au GPO, on va créer une tâche planifiée pour exécuter le rançongiciel. On a la 1562.001, altération des défenses, désactivation ou modification des outils. En effet, ils ont utilisé PC Hunter, Jimmer, PowerTool pour désactiver les outils de sécurité. On a la 1036.005, masquerading, match légitime nom de domaine. Les adversaires peuvent masquer les noms, les emplacements de leurs artefacts en noms, emplacements identiques ou similaires de fichiers légitimes pour échapper à la surveillance des détections, et les opérateurs de DarkSide téléchargent le binaire du rançongiciel sous le nom de update.exe pour masquer naturellement son nom. Ensuite, 8. Accès aux identifiants. Les adversaires utilisent des techniques comme l'accès aux informations d'identification pour voler des informations d'identification telles que des noms de compte et des mots de passe. Ils utilisent des informations d'identification valides pour accéder au système sans être détectés. Les attaques par force brute, l'exploitation des vulnérabilités logicielles, l'enregistrement des frappes, keylogger, l'attaque de l'homme du milieu, le reniflage du réseau, le vidage des informations d'identification des systèmes d'exploitation sont quelques-unes des techniques utilisées pour l'accès aux informations d'identification. Alors, notre grand ami Mimikat, c'est l'un des outils les plus fréquemment utilisés pour le vidage d'informations d'identification. Il va extraire les mots de passe en clair, les hachages de mots de passe, les tickets Kerberos de la mémoire, Elsas, coucou, et on a Lazarus, Turla, Muddy Water, APT29, APT41, APT30, qui utilisent toutes Mimikatz. C'est toutes des menaces persistantes avancées. APT, Advanced Persistent Threat en anglais.
Donc accès aux identifiants, ça c'est la tactique. La technique, c'est la 1003. Identifiant, on va dumper tous les identifiants. En effet, les opérateurs de rançon logiciels tels que DarkSide ont utilisé le vidage des informations d'identification via Mimikatz pour augmenter les privilèges dans le réseau de la victime. Découverte, les adversaires utilisent des techniques de découverte pour obtenir des informations sur votre environnement, les services, les processus, le réseau, les fichiers, les logiciels, le système, les comptes, le domaine et le registre. Alors on a AdFind qui est un outil de reconnaissance de l'Active Directory en ligne de commande. Ça va permettre de faire des requêtes au niveau de l'Active Directory. Ça a été utilisé par des groupes de menaces tels que Find6, MenuPass, APT10, APT29 et Wizard Spider. AD Recon, outil de reconnaissance Active Directory, va extraire et combiner divers artefacts tels que la forêt, le domaine, les contrôleurs de domaine, les Service Principal Name, SPN, les comptes de domaine, les mots de passe LAPS et les ACL, au niveau des règles de sécurité d'accès hors d'un environnement AD. Donc, on va utiliser cet outil, détourner les fonctions pour collecter des informations au sein de l'Active Directory. Advanced IP Scanner, ça va permettre de scanner le réseau sur toutes les périphériques réseau qui sont connectés au réseau, tout simplement, et ça va permettre d'accéder aux dossiers partagés. Et ça fournit un contrôle à distance des ordinateurs via le RADMIN ou via RDP. Donc il est développé pour les administrateurs réseau, mais encore une fois, les acteurs malveillants s'en servent pour faire leurs attaques. Bloodhound, que je vous ai déjà présenté, la grande star, dont on ne peut se passer en reconnaissance Active Directory, qui va révéler les relations cachées en fait et identifier les chemins d'attaque dans un environnement AD. Bloodhound est extrêmement puissant puisque en fait vous allez pouvoir lui demander de trouver le chemin le plus court pour compromettre un contrôleur de domaine. Il va mapper l'ensemble du réseau des machines au sein de l'Active Directory et il va vous dire tu devrais attaquer cette machine, ensuite rebondir sur cette machine et enfin attaquer le contrôleur de domaine à partir de cette machine. Parce que cette machine a les droits, les pouvoirs, les privilèges. Donc vous voyez, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc on a Chimera, Wizard Spider, Opération Waco, qui utilise Bloodhound pour le compte, la confiance du domaine, la politique de mot de passe, les groupes d'autorisation et la découverte des systèmes distants au sein d'un écosystème Active Directory. Netscan, outil de reconnaissance de réseau utilisé pour découvrir les ports ouverts, les services en cours d'exécution et les autres actifs. Alors la tactique, c'est découverte. On a 3 techniques associées. On a la 108702, c'est la découverte de comptes de domaine. En effet, ils ont utilisé AD-Recon et AD-Find pour énumérer les comptes de domaine. Deuxième technique, on a la 1018, ce qu'on appelle télécommande, découverte du système. On va à distance via AD-Recon, AD-Find, Bloodhound découvrir les ordinateurs répertoriés dans l'Active Directory en interrogeant directement l'Active Directory pour les ordinateurs concernés. Et on a la 1016 réseau, configuration découverte. DarkSide a utilisé Netscan pour découvrir les services associés réseau et faire de l'analyse de port, des services d'écoute, et utiliser Advanced IP Scanner pour découvrir les périphériques réseau et les dossiers partagés. 10. Mouvement latéral. La tactique du mouvement latéral comprend des techniques utilisées par les adversaires pour accéder et contrôler les systèmes distants, ce qu'on appelle un mouvement latéral sur le réseau cible. Pour accomplir le mouvement latéral, les adversaires peuvent utiliser des outils légitimes avec des comptes valides, ainsi que leurs outils d'accès à distance. PSExec est un outil Microsoft légitime. Il fait partie des utilitaires Windows 6 internal. PSExec peut exécuter des commandes et des fichiers binaires sur des systèmes distants et télécharger ou téléverser des fichiers via le partage réseau. Pareil, encore une fois, la plupart des groupes que je vous ai cités utilisent PSExec pour le déplacement latéral, le pivot latéral, le mouvement latéral. Ok. 70 transferts. DarkSide utilise des chiffreurs ransomware à l'aide de PSExec. Service à distance, protocole de bureau à distance. La 1021, ils vont utiliser des comptes valides connectés via le phishing pour se connecter au système Windows via le RDP. La 10.21.002, partage d'administration SMB. Ils vont, grâce à PSExec, lancer des commandes sur les systèmes à distance, utiliser SM Beacon de Cobalt Strike, qui est un des agents pour se déplacer latéralement dans les environnements ciblés.
et service SSH distant 10.21.004. Ils ont utilisé des comptes valides collectés via du phishing pour se connecter au système cible basé sur Linux à partir du SSH, hein, le Secure Shell. On passe à 11, la collecte. Les adversaires utilisent des techniques de collecte pour recueillir des informations pertinentes pour leurs objectifs et leurs opérations. Divers types de données telles que du texte, de l'audio, de la vidéo sont collectés à partir de plusieurs sources telles que le cloud du système local, le lecteur réseau, les supports amovibles, le presse-papier. Le prochain objectif après la collecte des données est souvent l'exfiltration des données. On a 7zip qui est un utilitaire d'archivage qui permet de gérer les fichiers compressés, SQL Dumper qui est un utilitaire de débogage inclus au sein de Microsoft SQL Server, et on a Smoked Ham, hein, notre fameux jambon fumé qui est une porte dérobée en .NET qui peut enregistrer les frappes, prendre des captures d'écran et exécuter des commandes net arbitraires. Donc encore une fois, le net, on s'en sert en programmation hein, dans un écosystème Windows, mais vous, bien sûr, on apprend hein, lors des tests d'intrusion de red teaming à militariser le .NET. Alors, Intel Gathering, le recueil d'informations, ça passe par 3 techniques. On a d'abord la 10.05, c'est données de système local. La procédure, c'est-à-dire associer les adversaires vont rechercher des sources système locales, telles que des systèmes de fichiers, des bases de données locales, pour collecter des données critiques. Les acteurs de menace DarkSide utilisent SQL Dumper pour générer un fichier de vidage sur le serveur SQL. Ensuite, on a la 15.60.01, archiver les données collectées, archiver via l'utilitaire. On a des adversaires qui vont utiliser 7zip, WinRAR, WinZip pour compresser ou chiffrer les données avant l'exfiltration pour que ça prenne moins de place. Et on a 7zip qui a été utilisé par DarkSide. D'accord ? Ensuite, on a la capture, entrée 10.56. Ils vont utiliser Smoked Ham, porte dérobée pour l'enregistrement de frappe, keylogin et la prise de capture d'écran hein, pour avoir l'ensemble de ce que vous tapez sur votre clavier et ce qui apparaît sur votre écran. Le Command and Control, la partie la plus intéressante que moi je préfère. Donc le C2 ou C2C comprend des techniques que les adversaires vont utiliser pour communiquer avec des systèmes compromis au sein d'un réseau de la victime. Afin d'éviter d'être détectés, les adversaires essayent d'imiter un trafic légitime. Ils utilisent également divers canaux, ports, protocoles de communication. Alors, vous avez les outils sous les yeux, certes utiles, vous me voyez tout le temps l'utiliser dans le cadre d'une Living of the Land. Hein. Ça va nous permettre, en principe, en théorie, de signer et de faire de la propagation de certificats et l'autorité hein, au niveau des services de certificats au sein de Windows. Le problème, c'est qu'on peut détourner l'outil, vous le savez, pour télécharger des fichiers à partir d'une URL donnée de l'extérieur. Hein. On a AnyDesk, donc pareil, hein, qui en principe permet de faire du helpdesk, d'assister, mais on peut s'en servir comme pour un contrôle, hein, comme du bureau à distance pour contrôler les machines. On a F-Secure, le C3, hein, qui est un outil qui permet à faire du red teaming, de développer et d'utiliser rapidement des canaux un peu ésotériques de command and control. Et l'outil est également utilisé malheureusement par les adversaires. On s'en sert nous en red teaming. Le P-Link, parfait pour faire du pivot, un très très bon outil que je vous avais déjà présenté. On reviendra là-dessus d'ailleurs, mais P-Link, PucciLink, c'est un outil de connexion en ligne de commande, similaire à Unix SSH. Il est fréquemment utilisé par les adversaires pour créer des tunnels SSH, et les tunnels SSH vont vous permettre de pivoter au sein du système. ngrok, que vous devez sûrement connaître, application de bureau qui expose les serveurs locaux derrière des NAT et des pare-feux à l'internet public via des tunnels sécurisés. Donc c'est tout bénef, ça va ouvrir des trous dans la passoire et pouvoir communiquer vers l'extérieur, typiquement vers nos serveurs de command and control. Hein, vous savez que les agents, alors on a différentes techniques, mais les agents reçoivent les ordres du centre de command and control de l'extérieur et ensuite exfiltrent les données via des techniques. On va ouvrir des ports hein, sur le pare-feu. On peut se servir de ngrok pour ça. TeamViewer que vous connaissez tous, qui peut être détourné. Donc
Cobalt Strike, un outil d'accès à distance commercial conçu pour exécuter des attaques ciblées, pour émuler des actions post-exploitation des acteurs de menaces avancées. On s'en sert en red teaming et malheureusement, bah maintenant, les cyberattaquants malveillants, les acteurs malveillants s'en servent pour permettre toutes les techniques de command and control et de post-exploitation. Et Système BC, qui est un outil d'accès à distance, un RAT, qui est utilisé par les opérateurs de ransomware comme une porte dérobée prête à l'emploi. On a vu Ruik, on a vu Egregor se servir également de l'outil. Donc la tactique, c'est le command and control, commander et contrôler. Les techniques, on en a 4. La première, c'est le protocole de couche 1071. Ils ont utilisé HTTPS Beacon pour chiffrer les données et l'exfiltrer. On peut se servir également du SMB, le protocole. Outil d'entrée T1105 transféré. Ils servent de CERT utile pour télécharger le binaire du ransomware. On a le protocole 1572 pour faire du tunneling grâce à P-Link. On va faire un tunnel SSH inversé du système compromis au système de command and control, on contourne les pare-feux et ils ouvrent un trou dans la raquette. Ça permet au logiciel ngrok d'ouvrir des tunnels sécurisés pour les communications avec le serveur de command and control et les différents agents beacon, si on doit parler de Cobalt Strike, qui sont déployés sur le parc informatique, les systèmes d'information de la victime. Ensuite, on a la 1219, logiciel d'accès. On a vu qu'ils utilisaient beaucoup de supports de bureaux légitimes et de logiciels d'accès à distance qui sont utilisés dans le grand public. TeamViewer, GoToAssist, LogMeIn, AmiAdmin, via des canaux de communication en situ. Et les acteurs se servent d'Anydesk, cette fois-ci au niveau de DarkSide, pour établir une commande interactive et un canal de contrôle compromis au sein des systèmes. Serveur web T1102, c'est la dernière technique et ils utilisent F-Secure C3, le framework, pour établir un canal C2 en déployant des relais configurés pour proxy et établir une communication. Ils ont utilisé l'API, l'interface de programmation de Slack. Donc là, c'est assez intéressant. Je vous dis toujours, les réseaux sociaux, vous pouvez détourner les API. Bah là, on est en plein dedans. Slack, vous le savez, c'est réservé aux ingénieurs pour poser des questions, solutionner des problèmes, mettre des petits snippets, des bouts de code, se faire aider, etc., etc., etc. C'est vraiment une ressource en ligne pour les ingénieurs et l'API de Slack peut être détournée. Exfiltration. Alors, l'exfiltration, comme son nom l'indique, on va voler les données du réseau, on les chiffre, on les compresse, on va les exfiltrer via différents canaux et protocoles pour éviter la détection. La protection contre la perte des données est aujourd'hui l'une des priorités au sein des RSSI. Les organisations utilisent les solutions DLP pour protéger et sécuriser les données et se conformer aux réglementations. D'accord? Donc le DLP, c'est la prévention de perte de données qui est basée sur le réseau et les terminaux. Et là, on voit que pour cette attaque, on a eu Mega, NZ, pCloud, Private Labs, qui sont des services de stockage cloud gratuits qui vont permettre de stocker et partager des fichiers. Ils s'en servent pour exfiltrer les données, d'accord? Et Mega Client est une application utilisée pour télécharger des fichiers sur le stockage en nuage Mega. Putty, client SSH et Telnet gratuit pour Windows. Airclone, programme de ligne de commande pour gérer les fichiers sur le stockage en ligne et prend en charge plus de 40 produits de stockage en nuage. Le Airclone, vous allez le voir souvent dans les cyberattaques puisque c'est un outil extrêmement puissant pour la phase d'exfil. WinSCP, client SFTP, SCP, Amazon S3 Bucket, WebDAV, FTP, bref, tout ce qu'il faut aussi pour faire de l'exfil. Alors, l'exfiltration, deux techniques majeures. Exfiltration, au-dessus de l'alternative du protocole qui est ciblé, on va utiliser PuTTY pour exfiltrer des fichiers via le protocole SSH et Exfiltration over Service Web et Exfiltration via le stockage en ligne, le cloud. Comme je vous l'ai dit, SFTP, SMB, Airclone, WinSCP, Mega, pCloud, Private Lab. Je ne vais pas me répéter, je pense que vous avez compris. Donc, on va voir l'impact avant de passer à la conclusion et à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Donc, au niveau de l'impact, qu'est-ce qu'on peut dire?
eh ben, on a toutes les tactiques et les techniques pour manipuler, interrompre, détruire, hein, un système, déni de service, empêcher la disponibilité, compromettre l'intégrité et heu, s'attaquer à la confidentialité via un brèche de données. Tout ce que il ne faut pas faire, hein, puisque rappelez-vous ce concept de CIA, hein, la fameuse triade dont je vous avais déjà parlé. D'accord? Confidentialité, disponibilité, intégrité des données. D'accord? Et on a Power Encryptor qui est un malware utilisé par DarkSide qui va chiffrer et créer des notes pour les victimes et leur dire connecte-toi à telle adresse et envoie-moi du Bitcoin ou du Monero. Donc c'est déplacement latéral, 2 techniques majeures, heu, data chiffrée, hein, en termes d'impact réel pour le client puisque Power Encryptor va tout chiffrer et créer automatiquement des notes pour pouvoir, régler les rançons et la 1490 donc inhiber, hein, le système de, récupération tout simplement au niveau des ESXi VMware, hein, qui sont les interfaces d'administration des différentes machines virtuelles et empêcher, hein, la restauration des snapshots qui vont qui sont les sauvegardes intégrées au sein de VMware. Donc on va utiliser PowerShell et VMI pour effacer tous les shadow copies, comme je vous l'ai expliqué au niveau des tactiques d'exécution. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a analysé les techniques d'attaque, hein, les tactiques, les techniques, les procédures, les TTP utilisés par DarkSide pour cette campagne de ransomware. On voit clairement qu'il y a uniquement 9% qui sont des malwares, 91% des outils sont disponibles, accessibles au grand public, ils sont même au sein de Windows et tels que WMI, PowerShell, Bitsadmin vont permettre des attaques living off the land. Donc les recherches montrent que les IOC et les approches basées sur la signature sont pas très efficaces. Il faut faire de l'analyse comportementale via l'heuristique. En effet, comme on peut le voir, il y a des TTP, hein, qui sont utilisés et on voit que la plupart des outils sont en open source, donc les attaquants peuvent facilement les modifier et donc changer leur hash. Donc encore une fois, il faudra simuler l'ensemble des TTP pour voir s'il n'y a pas des trous, hein, au niveau de votre posture de défense et essayer de combler ces trous pour trouver des solutions à ce type d'attaque.